on a eu l'idée de se réunir tous ensemble de façon tout à fait voilà, conviviale et informelle pour échanger sur la thématique au fond, alliant la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la question des États et des NBIC, voilà, pour rassembler de manière rapide cet univers qui nous intéresse les uns et les autres, chacun à sa manière. Et éventuellement, évidemment, ce que vous souhaiterez sera le bienvenu. Partir davantage de la crise, ou s'interroger davantage sur ce que cette crise peut révéler dans notre rapport à l'État, à ses technologies. C'est la première coopération entre NXU et la Fondation pour l'innovation politique. Nous, on en est très heureux et on espère que ça ouvrira une série d'échanges voilà, entièrement libres, comme on aime les faire. Peut-être que Paul-Antoine, qui a toi-même a fait un article il n'y a pas longtemps et qui est paru dans Mediapart sur un peu le comparatif entre ce qui s'est fait en Corée du Sud et en France. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Alors, peut-être je vais juste insister là sur un point qui me paraît frappant, si vous voulez. C'est pas juste au niveau de l'état des lieux, mais au niveau du système de valeurs. Je pense que cette crise, elle atteint les gens, mais elle atteint aussi les systèmes de valeurs. Voilà. Et c'est clair que le système de valeurs occidental et français ici, il est différent du système de valeurs coréen. Il n'y a pas de doute. Hein. Mais il est différent, et donc le fait qu'il soit différent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on communique, il ne faut pas qu'on essaye d'échanger. Et là, décréter tout de suite que ce pays est autoritaire, que ça ne nous intéresse pas, que de toute façon c'est inapplicable ici ce qu'ils font, eh ben, ça veut dire qu'on ne veut pas échanger. Ça veut dire qu'on ne veut pas questionner un système de valeurs. Et alors je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on refuse d'échanger, de questionner leur système de valeurs? Parce qu'on découvrirait que leur système de valeurs, qu'est-ce qu'ils construisent? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ben, ce qui construit leur système de valeurs, profondément, c'est oui, en effet, c'est tourné vers les libertés, c'est tourné vers les droits fondamentaux, mais pas de la même manière que nous. C'est-à-dire, oui, on ne va pas privilégier absolument la liberté individuelle par rapport, par exemple, au fait que l'économie s'écroule, par rapport au fait qu'une pandémie se développe de manière galopante, par rapport au fait qu'il y a un taux de mortalité très fort de cette pandémie, de létalité très fort de cette pandémie. Voilà. On ne va pas privilégier absolument la liberté personnelle par rapport à ça. La liberté personnelle est un paramètre qu'on doit mettre en relation avec d'autres droits fondamentaux. Le droit à la vie, le droit au travail sont aussi des droits fondamentaux. Ils ont aussi une importance. Et donc, si on crève, je ne vois pas comment on peut défendre notre liberté personnelle. Et maintenant, en ce qui concerne la liberté personnelle, la liberté individuelle elle-même, ben, je veux dire, où est la liberté individuelle d'un pays où on enferme les gens chez eux? C'est la liberté individuelle, ça? Les gens ne sont pas enfermés chez eux en Corée. Les seules personnes qu'on enferme chez eux sont les malades. Ils sont soit chez eux, soit à l'hôpital, soit dans un centre de santé, mais les gens ne sont pas enfermés chez eux. On circule dans le train, on circule, on fait attention, c'est tout. On va au restaurant, on fait attention, c'est tout. Tout est ouvert. Ce qui n'est pas ouvert, c'est les grandes manifestations, c'est les écoles, c'est les universités. Voilà ce qui n'est pas ouvert. Mais on circule, il y a une liberté de circuler, il y a une liberté de se déplacer. Alors, il y a un traçage numérique. Donc, en un sens, il faut regarder précisément en quoi consiste ce traçage numérique. Alors justement, l'Australie vient de se passer quelque chose de très intéressant. C'est qu'ils viennent de sortir leur app de traquage, de suivi, et en l'espace de 48 heures, il y a eu plus de 2 millions de downloads, c'est-à-dire 10% de la population. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en Australie, il n'y a quasiment aucun mort. Et que sur tous même les cas récents de Covid, ils sont tous, sauf un, importés de l'extérieur. Alors, il y a encore mieux, même c'est la Nouvelle-Zélande qui est encore plus protégée. Mais donc, l'Australie, c'est assez fascinant puisque c'est à la fois un pays où il ne se passe rien et où les gens se sont précipités pour télécharger l'app de… Alors, cette app, ils ont pris toutes les précautions. A priori, c'est une app qui est purement côté client. Sauf si les gens disent j'ai le Covid et je me déclare
sur le serveur. Mais disons qu'ils ont pris toutes les précautions pour que les gens ne se sentent pas quelque part fliqués avec des données qui sont envoyées quelque part sur un serveur. Le problème de la confiance, c'est le fond du problème. Alors, j'ai écrit pas mal là-dessus, mais le monde Internet est un monde du numérique, hein, est un monde qui ne marche d'autant mieux qu'il est basé sur la confiance. Je veux dire, la méfiance et le monde Internet, c'est totalement incompatible. Or, les relations entre l'État et les citoyens, d'ailleurs par rapport au thème ici, il y a les NBIC, il y a les GAFA, il y a les États, mais il y a aussi les citoyens, les gens hein, qui quelque part en France, ont une crainte énorme de tout ce qui est flicage. Peut-être à juste titre, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, et moi ça me fascine depuis tout ça. C'est dans le système de valeurs français. En effet. Oui, mais c'est un peu une banalité, mais le système hiérarchique est un très mauvais système parce qu'il ne fait pas circuler l'information. Le monde du numérique marche d'autant mieux. Moi, c'est ce que je dis aux patrons. Hein, votre premier job en tant que patron, directeur, responsable, même ministre, c'est est-ce que l'information, la connaissance et l'expertise circulent de la manière la plus fluide possible. Et le problème, c'est que tous les modèles de type hiérarchie, tous les modèles basés sur les méfiances, tous les modèles en silo, sont des modèles qui font très mal circuler l'information et la connaissance et l'expertise. Et à partir de là, ils engendrent de la méfiance. Et comme je dis toujours, le problème de la méfiance, c'est que c'est un équilibre instable. Hein, Serge et Jean-Louis se font confiance, et puis d'un seul coup, Jean-Louis doute un peu de Serge. Alors Serge le sent, donc du coup, il n'a plus confiance à Jean-Louis. Et là, la case méfiance, c'est un équilibre remarquablement stable. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que prône le modèle Internet aujourd'hui, c'est devenu tellement banal qu'on a oublié la grande innovation d'eBay. C'est que la grande innovation d'eBay qui est partout, c'est le mécanisme de connotation des acheteurs et des vendeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que eBay met la confiance dans le réseau et plus du tout dans une autorité, un expert, etc. Et pourquoi ils font ça? Et c'est très fascinant, il y a un mot anglais pour lequel je ne trouve pas d'équivalent en français, c'est le mot de scalable. Le modèle de la confiance dans le réseau est un modèle qui est scalable. Donc, eBay a grossi jusqu'à 90 millions sans avoir besoin d'embaucher des experts. Alors, c'est marrant, il n'y a pas d'équivalent français de scalable, c'est-à-dire ça croît avec la taille du réseau. Mais en Australie, et pourtant ils ont un Premier ministre qui est plutôt populiste quand même, hein, mais c'est quand même un pays qui est pas mal basé sur la confiance aussi, qui a ce côté très anglo-saxon. Moi je dis toujours, il y a deux pays au monde qui me fascinent, c'est l'Australie et le Canada, hein, deux ex-Commonwealth qui à la fois sont forward-thinking, mais qui n'ont pas oublié leurs racines, quoi. Bon, et puis pour terminer, alors là, sur le populisme que Dominique Régnier connaît très bien, je veux dire, moi, au pays de Trump, alors là, la méfiance contre l'ordre établi, la science, etc. Et je crois que cette crise aujourd'hui révèle, au travers du numérique d'ailleurs, révèle cette crise du populisme, cette crise de non-confiance dans les institutions. Et aux États-Unis, comme vous savez, tout est exagéré, hein. Donc, je crois que vous suivez tous M. Trump et toutes les blagues qu'on fait sur lui, sur les mecs, hein, vous n'avez plus qu'à boire des produits. Voilà. C'est clair que il faut être capable de se confronter à l'inattendu. Mais là, on est en train de voir, de toucher du doigt que on veut que les pays entre guillemets très développés puissent avoir accès à tout et on veut des choses toujours pas chères. Donc, comme on veut des choses toujours pas chères, on les fait développer, je ne sais pas où, mais en tout cas loin. Et comme on veut des choses pas chères et des médicaments pas chers, qu'est-ce qu'on fait? On les fait développer, ça c'est mon métier, du coup, on les fait développer à l'autre bout du monde, et en particulier en Chine et en Inde. Et là, on se rend compte, alors que nous, c'est des notes qu'on a produites déjà il y a plus de 15 ans, on se rend compte que tout d'un coup, si la crise elle dure plus de 2 mois et demi et que les Chinois ne relancent pas leur production et les Indiens non plus, on ne peut plus traiter le cancer. Et on ne peut plus traiter le diabète. Alors, je prends ces deux, mais bon. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas traiter les corps aux pieds, parce que, même si c'est très douloureux, mais en tout cas, ce n'est pas de la même envergure. Et là, du coup, je pense quand même qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises parce que la loi du travail, le ci, le ça, enfin, on pourrait justement aligner un certain nombre de choses et peut-être philosophiques aussi. Mais en tout cas, ça, je pense que moi, il y a un mot qui me frappe toujours, c'est qu'on entend tout le temps dire les gens, non, mais de toute façon, on est dans une situation, ça ne peut plus durer.
ça peut plus durer. Alors, ça peut plus durer. On se dit, mais ça veut dire quoi? Parce qu'il n'y a pas une espèce de truc là. La route, elle va pas s'effondrer dans 3 mètres. Ça peut plus durer. Et là, si, on a l'impression que ça peut plus durer. Il se concrétise par quelque chose qui montre que tous ceux qu'on se disait à se faire peur, et ben finalement, si la Chine, elle s'arrête un mois de plus, ben, on pourra plus se soigner. Et là, je me dis, OK, entreprendre, c'est prendre des risques, mais quand même, moi, on m'a toujours dit dans les entreprises que j'ai dirigées de taille plus ou moins importante, c'est que les risques, ça se mesure. Et là, on s'est dit, mais moi, je me dis, est-ce que les risques, on les a bien mesurés quand même? Mais voilà. Je me dis que l'enjeu, il tourne vraiment autour de la confiance. Qui me frappe, c'est que à aucun moment, dans les sondages, en tout cas de ce que j'ai lu, Macron n'a été perçu comme quelqu'un de protecteur, dans le sens où je suis près de vous et je vous protège. Et que du coup, on a aujourd'hui un capital confiance qui est très faible. Et il me semble, on reviendra sur le traçage, j'imagine, après, mais que du coup, ça a beaucoup impacté sur ces obligations, enfin ces avantages qu'on aurait eu au traçage, mais dont on savait bien que si on ne l'imposait pas, enfin d'abord, il fallait 60% de Français qui l'utilisent pour que ce soit efficace. Si on ne l'imposait pas, il n'y aurait jamais 60% de gens qui l'utiliseraient, puisque c'est 2% dans les pays où on contraint un peu, ou 20%, pardon, 20%, et 2 pays dans les endroits où il n'y a pas de 2%, dans les pays où il n'y a pas de contrainte. Et là, du coup, on se dit qu'il faut 60%, on n'est pas capable de l'imposer, donc on ne le fait pas pour des problèmes techniques ou pas. Mais en tout cas, moi, et je finis par ça pour l'instant, je dis aujourd'hui, il faut absolument redonner, enfin, ou donner confiance aux patients, aux usagers qu'on est, dans nos données de santé. Et donc, il faut créer un hébergement des données de santé, il faut créer quelque chose qui rassure les gens, parce qu'on a beau dire, les GAFAM, dont on reparlera aussi si on veut, ils sont aux normes parce qu'ils stockent bien les données de santé qu'ils collectent par HDS en Europe, mais on sait bien qu'après, tout le monde en fait ce qu'ils en veulent. Et je pense qu'il faut sécuriser toute la partie stockage de données. Il faut trouver un rapport simple pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le partage de la donnée. Et moi, quelque chose que j'aime bien, c'est partage de la donnée, enfin, donne ta donnée comme tu vas donner ton sang, c'est-à-dire que tu es volontaire pour la donnée et après, tu le partages. Alors, on me dit souvent, oui, mais à la différence de la donnée, le sang, on sait ce qu'on va en faire. Donc, c'est peut-être à préciser. Mais en tout cas, je pense qu'il y a tout un certain nombre de questions qui tournent aujourd'hui autour du pouvoir, de la décentralisation ou pas, les ARS, les préfectures, évidemment toute la partie du traçage et évidemment tout ce qu'on met en termes financiers dans notre système de santé. De façon très simple. Par rapport à cette expérience de la dépendance qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire cette prise de conscience qu'effectivement, sur énormément d'éléments vitaux, on est complètement tributaire de la mondialisation et ça amène à une prise de conscience. Pendant des années, dans le droit fil de la pensée de Norbert Elias, on a dit que un des éléments du processus de civilisation important, ça a été la façon dont, à un moment, l'interdépendance marchande entre des peuples a rendu exorbitant le prix de la guerre. Voilà. Et à partir du moment où ce prix était devenu exorbitant parce que il y avait cette interdépendance, à la fois le besoin de l'autre pour satisfaire ses besoins et en même temps le fait qu'on ait des intérêts économiques liés à la relation marchande, rendait complètement exorbitant le prix de cette guerre. Et donc, à partir de là, le processus de civilisation, nous dit Norbert Elias, peut s'enclencher. Ce n'est pas le seul élément du processus de civilisation, mais c'est un élément important, l'expérience de l'interdépendance. Or, si on admet, mais on pourra en discuter longtemps, je pense, mais le vocabulaire guerrier qui est utilisé aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire, nous serions en guerre. Le vocabulaire guerrier qui était déjà utilisé par des écologistes, la guerre écologique, bien, il semblerait que cette expérience de l'interdépendance-là, qui passait du coup par la mondialisation, est peut-être est remise en question par la nouvelle catégorie de problèmes qui émergent avec ces crises-là, ces nouvelles formes de guerre. Voilà. Et donc, ça nous inviterait
à reconfigurer notre expérience de l'interdépendance. Et peut-être, certains le disent, à aller l'ancrer dans des territoires davantage que dans des échanges. Et ça, c'est, je dirais, l'argument de la relocalisation d'une partie de l'économie ou de renationalisation d'une partie de la production sur un certain nombre de biens. C'est un des arguments. Et après, par rapport à ce qu'a dit Dominique, il y a pour moi une convergence dans la tendance récente qu'a pris le capitalisme et le libéralisme et la numérisation. C'est ce qu'on appelle la préférence pour le présent. Cette préférence pour le présent qui, encore une fois, est une tendance récente du capitalisme. Pendant très longtemps, le bon industriel, bon gestionnaire, il développait une vision du futur, il investissait, il prenait des risques par rapport au futur. Eh bien, cette tendance-là, en tout cas, beaucoup d'économistes disent que petit à petit, parfois sous l'effet de la nécessité de versement de dividendes accélérés à des investisseurs, eh bien, c'est réduit au profit de la préférence pour le présent. Et la préférence pour le présent, elle est également énormément activée par un certain aspect du numérique qui est tout ce qui est de l'ordre de l'application, tout ce qui est de l'ordre de réseaux sociaux, qui vont créer une expérience utilisateur qui mobilise cette préférence pour le présent, cette recherche de gratification immédiate au détriment des gratifications différées, qui fait que peut-être, en tout cas c'est l'explication qui me vient à vous écouter Dominique, explique que eh bien, nous soyons dans la difficulté pour nous emparer de l'instant qui nous a rendus incapables de construire une pensée de la prévision parce qu'on est complètement focalisé sur l'emprise de l'instant et l'emprise du présent. Voilà. Et c'est vrai que les Français, comme vous le disiez, sont souvent dit comme un peuple qui aime l'histoire. Peut-être aussi que cette emprise du présent eh bien, porte atteinte à nos références historiques et à notre capacité à mobiliser l'histoire. Parce que comme on sait, hein, dans le pendule de Foucault, plus on peut remonter en arrière, plus on peut voir loin en avant. Eh bien, cette focalisation dans l'instant, à la fois par l'emprise d'une partie du numérique et cette focalisation récente du capitalisme et du libéralisme sur le présent, est aussi nous met en difficulté face à la crise sanitaire et à la crise écologique. Un aspect important, évidemment, on assiste à des présentations, pas entre nous ici, mais à beaucoup de présentations et de partage de données comparatives qui prennent comme échelon l'État-nation, qui posent souvent des problèmes. Il faut aussi rappeler que le savoir statistique s'est bâti sur… D'abord, il s'est bâti dans une perspective nationale, voire nationaliste, et les outils statistiques sont eux-mêmes des lunettes qui surreprésentent la dimension nationale et rendent très difficile l'accès à l'infranational. Donc, on a une vision qui est déformée. Depuis au moins la fin du XIXe siècle, on a une vision qui est déformée, et en particulier dans les sciences sociales, parce qu'on a des outils qui sont ceux, ce n'était pas illégitime, c'est comme ça, on a construit des États rationnels, administratifs, etc. Mais on est dépendant d'outils qui sont très largement, encore aujourd'hui, étatiques et nationaux. Et moi, je crois aussi, comme le disait Yann à l'instant, et comme les témoignages des uns et des autres le rapportaient, qu'il y a des éléments culturels puissants. Les éléments régionaux, on le sait maintenant, jouent beaucoup. On a des données maintenant régionalisées qui montrent que les vraies différences, elles sont interrégionales plus qu'internationales. Ça, c'est très net. On le voit pour la France, c'est spectaculaire, mais c'est vrai aussi pour l'Allemagne, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour beaucoup de pays. Je pense qu'aussi, il faudra ajouter, ça a été dit un peu ici ou là, mais il faudra ajouter, je pense, la forme de l'État. On parle de l'État en général. On sait tous ici qu'il y a plusieurs cultures étatiques, plusieurs formes d'organisation de l'État. Aux États-Unis, on prend les armes parce que l'État s'occupe trop de vous. En France, on est prêt à les prendre parce qu'ils ne s'occupent pas assez de nous.
il y a vraiment une palette de rapports à l'État qu'on ne peut pas simplifier. Et de la même façon, la forme familiale qui a été évoquée à l'instant, moi, je n'ai pas documenté cela, mais je reste persuadé que l'Italie a été victime d'une culture familiale très puissante, où d'ailleurs les personnes âgées vivent largement et dans la joie avec les tout-petits. C'est-à-dire une culture qu'on peut retrouver au-delà d'Italie, mais enfin, ce sont des socialités qui ont été sévèrement frappées par la crise du Covid-19. Donc, là, il y a une différence avec la culture allemande, par exemple. Et donc, on peut aussi prendre ça en considération indépendamment des performances des gouvernants. Je crois aussi qu'il y a un effet de densité, de population, de superficie qui est trop souvent laissé de côté. Il y a un effet métropole aussi qui est très important. Alors, métropole presque unique, super métropole comme la métropole parisienne, cluster de la globalisation, clipsé sur la globalisation, évidemment, là aussi, se présente comme l'aspirateur le plus puissant dans le cas des pandémies. D'autant plus que, comme on le sait, à l'intérieur des métropoles, on trouve des situations sociales dramatiques beaucoup plus répandues qu'on ne le pense généralement. Donc, plein de facteurs qui sont de nature à favoriser ici plus que là la propagation de telles épidémies. Et puis moi, je voudrais terminer ma remarque ici par, au fond, quand on parle entre nous de l'État et de la manière dont il devrait se comporter, être plus comme ceci ou plus comme cela, moi, j'insisterai à titre personnel sur le fait que si l'État a été, supposons-le, imprudent ou a été pris d'un défaut d'anticipation sur la crise du Covid-19, imaginons cette hypothèse-là, une autre disposition ne l'exempte pas d'un risque et l'expose à un autre risque. Moi, je prendrai simplement deux exemples ici. Le même État auquel on reproche de ne pas avoir suffisamment préparé cette crise, et c'est peut-être vrai, encore une fois, je n'écarte pas cette hypothèse, ce même État, et nous tous souvent collectivement, est face au risque de la dette, mais ce risque qui est documenté. On sait tous que la dette, elle est un risque énorme pour nous tous, que nous sommes refinancés 240 milliards par an sur les marchés financiers, et que si les taux augmentent, nous sommes asphyxiés et que plus rien ne sera possible, ni dans le sanitaire, ni dans le régalien. Enfin, en tout cas, on aura une situation très, très compliquée. Mais ce risque-là, on n'en parle pas, alors qu'il est documenté autant que le risque pandémique. Et donc, nous faisons un tri, finalement, entre les risques qui nous semblent les plus préoccupants, ou bien nous agissons a posteriori, ce qui serait un peu notre cas. Et puis, je termine par un autre risque, qui est un risque technologique en quelque sorte. À chaque fois, on est tous un peu attirés par les sujets sur lesquels on a vu des travaux où on a, à la Fondation, pour nous, consacré des études ou fait se pencher des experts. Moi, je suis frappé de voir que si les ciseaux génétiques ont été co-inventés par une Française, 80% des brevets sont désormais chinois. Et on sait que, en gros, ce sont les technologies qui vont assez largement conditionner une partie de la médecine de demain. Et contre ce risque-là, qui n'est plus une hypothèse, mais quelque chose d'avéré, au fond, nous n'avons pas fait un pas de côté ou un demi-tour pour investir dans les biotechnologies, dans le génie génétique, dans les organismes génétiquement modifiés. On a fait le choix de courir ce risque en considérant que ça n'était pas un risque. Donc, je trouve que à la fois la dimension l'aspect multifactoriel de l'explication de la manière dont la crise Covid-19 est plus ou moins forte ici ou là doit être mobilisée. C'est une approche multifactorielle. Et d'autre part, sur notre rapport au risque et notre supposée aversion au risque, moi, je ne trouve pas que nous sommes averses au risque. Je trouve que nous choisissons entre nos risques, nous choisissons par le bruit et le silence, mais nous choisissons entre nos risques, mais nous n'avons pas défini collectivement une situation politique qui nous mettrait, sinon à l'abri du risque, parce que ça serait à l'abri de l'événement, mais en tout cas qui nous mettrait en situation d'avoir collectivement à choisir entre plusieurs risques pour privilégier, au terme d'un débat public, dans une décision collective, même pour privilégier le risque
contre lequel nous voudrions mobiliser le maximum de nos ressources. Je reviendrai volontiers sur ce qu'on évoquait tout à l'heure en parlant de la gouvernance de la crise sanitaire, notamment à propos de la confiance. Je crois que c'est un sujet important. Je crois qu'on observe à travers cette crise des manifestations de confiance très, très ambivalentes vis-à-vis des technologies et de l'usage qu'on peut faire des technologies. Il y a beaucoup d'attentes et une confiance placée dans certaines technologies et le contraire, beaucoup de craintes vis-à-vis d'autres technologies. Et donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, la confiance, davantage qu'envers les technologies, la confiance, elle s'évalue par rapport aux institutions démocratiques. Donc c'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais vraiment, je pense que c'est important. Et en vous écoutant aussi, je me disais, je pensais au paternalisme. En fait, je me disais que finalement, cette situation d'incertitude, de complexité des décisions, faisait que peut-être une tentation d'un certain paternalisme pouvait venir ruiner la confiance. Le paternalisme comme l'attitude de l'État, l'idée de laisser les individus dans une certaine ignorance parce que les choses sont trop complexes, trop incertaines. Et voilà. Et je me disais que cette tentation du paternalisme qu'on a peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être une très mauvaise interprétation, mais peut-être est-ce que c'est, on peut voir un certain paternalisme dans l'épisode des masques, hein, dans l'absence d'informations qui ont été communiquées. Et voilà. Et donc je me disais que cette tentation du paternalisme pouvait venir d'une certaine manière ruiner la confiance qui était placée dans les institutions. Je reviens sur cette question de l'événementialité et la question du présent aussi qui a été évoquée par notre collègue sur la dépendance du présent. Comment dire, enfin, c'est très complexe parce que il y a une chose moi qui me frappe dans cette crise, c'est que ça révèle la difficulté de l'articulation entre la science et la politique. Et ce qui s'articule, enfin, ça s'articule autour justement de la question de la prévision, de la prévisibilité et du rapport au présent. Est-ce que cette crise était, enfin, premièrement, au fond, la politique, ce que les politiques ont peut-être oublié, c'est que, comme le disait Merleau-Ponty, il y a de l'imprévisible. La noblesse de la politique, c'est d'assumer historiquement un peuple malgré l'incertitude de l'histoire. Et donc, qu'il y ait de l'imprévisible dans l'histoire, c'est la base, quoi. Bon. Donc, on ne peut pas, un homme politique ne devrait pas pouvoir dire c'était imprévisible et s'en dédouaner. L'imprévisible fait partie de l'histoire. Première remarque. Deuxième remarque, c'est et néanmoins, le politique doit décider. Donc, il doit décider avec une incertitude sur les conséquences, etc., à partir de cette imprévisibilité. La deuxième chose, c'est qu'une crise sanitaire ou une pandémie n'était pas imprévisible. Il faudrait quand même rappeler qu'il y a eu plusieurs rapports et que cette pandémie vient après d'autres et après des prédictions de pandémie. Et les politiques sanitaires en Europe, notamment pour la France, pour le peu que j'en connaisse, se sont un peu calqués là-dessus, mais ont peut-être mis au placard ces rapports. Et donc, là, il y a aussi une responsabilité du politique. Ensuite, dans cette crise, il faudrait peut-être essayer, mais je ne sais pas si c'est possible, distinguer ce qui relève du gouvernement, ce qui relève de l'État et ce qui relève de l'idéologie. Parce que les politiques de santé publique, toutes les réformes elles suivent peut-être un même logiciel. Le
la présidence, notre président a redécouvert, semble-t-il, l'État social de manière assez surprenante, faisant appel d'ailleurs à une attente de la société civile, parce que notre société, je crois, entretient un rapport très, très, très ambigu avec l'État. D'un côté, il y a une attente d'État. En même temps, il y a le risque du paternalisme. On veut défendre sa liberté individuelle, mais il y a une demande d'État social forte. Donc, on a un rapport ambigu avec. On veut plus d'État, mais on voudrait qu'il soit plus réactif. On en veut moins pour qu'il soit plus réactif. Je trouve que c'est très, très mêlé. Il faut aussi réinscrire cette crise sanitaire, ou les conséquences du Covid-19, qui est une crise sanitaire, dans le temps long des réformes de la santé publique. Donc, il faut aussi avoir une lecture presque idéologique, malgré tout, de la crise. Donc, gouvernement, État, idéologique. Voilà. Je voulais juste parler au titre du citoyen, de l'employé d'entreprise. Effectivement, ce qu'on a dit sur la confiance, c'est quand même des éléments majeurs. Aujourd'hui, je pense que pour rétablir cette confiance, il faut que les gens comprennent. Premier critère, c'est de bien comprendre ce qui se passe. Donc, toutes les incohérences de communication, ce genre de choses, c'est pas dans le bon sens. La confiance, elle est aussi liée, pour moi, référence au passé. Alors, je ne parle pas forcément de passé très lointain, mais la confiance, elle n'est déjà pas là. Je ne reviendrai pas aux gilets jaunes, etc. Mais je pense qu'il y avait un terrain qui est exacerbé par la crise, mais qui fait confiance vis-à-vis, et c'est pas forcément que ce gouvernement ou que ce président, mais n'était pas là entre les citoyens et les élus. Donc, on était déjà parti d'un terrain qui était pas un terrain forcément de confiance. En plus, se grappe là-dessus une notion un peu de sentiment d'improvisation sur les décisions, sur comment on va gérer les transports, etc. Donc, tout ça pour dire que, en plus, greffer là-dessus des communications journalières sur des indicateurs de ce qui se passe, qui sont très anxiogènes, etc., ça crée vraiment un état des lieux qui est une situation qui est très difficile et qui n'engage pas les citoyens, les gens à partir dans la bonne direction. Deuxième point que je dirais par rapport à l'entreprise, on manque au niveau de l'État une gestion de risque réellement de ce niveau-là, avec la probabilité que ça arrive, le potentiel magnitude du risque, etc., qui soit du bon niveau. Et je pense qu'il faut s'inspirer un peu du privé pour mettre ça en place. Et je crois que ça aiderait beaucoup à identifier dans ce mélo d'éléments qu'est-ce qui est vraiment du risque et quelle est sa probabilité que ça arrive. Et si ça arrive, quelle est sa magnitude, et aussi des actions à mitiger les risques. Ensuite, je dirais que pour moi, la confiance, elle reviendra pas forcément entre l'État et le citoyen, mais par des niveaux intermédiaires aussi qui peuvent recréer cette confiance. Là, on entend parler en ce moment de brigades, des brigades qui sont plus dans le rôle d'aider au déconfinement, d'être en support, etc., localement. Ça peut être aussi des éléments intermédiaires entre l'État et le citoyen. Alors, c'est peut-être pas les mêmes types de brigades, mais de rétablir la confiance. Donc, pour moi, ce mot confiance est vachement important, très important dans la suite et la sortie de crise. C'est les points que je mets en priorité. Je pense qu'elle peut se rétablir, mais il y a un certain nombre d'actions à mener, et s'établir ou se rétablir, et elle est d'une importance capitale pour sortir de la crise. Et je parle de la crise sanitaire et économique. Je reboucle sur la question que je posais tout à l'heure, c'est est-ce que l'État, de façon un peu insensible, ne se détourne pas petit à petit de sa fonction première, qui est d'apporter sécurité pour le peuple, etc. Alors tout en gérant aussi, parce qu'on peut aussi garantir la sécurité tout en gérant l'imprévisible, hein, tout en gérant le risque, tout en se mettant dans cette condition-là. Mais à ce stade, on a le sentiment effectivement que même ce que l'on croyait être un des points forts de la France et à son système de santé, on s'aperçoit que celui-ci n'est pas efficace ou n'est pas à la hauteur. Bon, ça c'est mon premier point. Puis le deuxième, c'est que
un État hyper centralisateur, donc un État jacobin. Alors, est-ce que la réponse allemande, puisque il semble que l'Allemagne était quand même beaucoup plus efficace que nous, soit le fait d'avoir des Landers, donc d'être plutôt girondin, est-ce que c'est ça la réponse? Je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt une défaillance du modèle étatique tel qu'il est, de notre modèle étatique tel qu'il est, et qui s'est détourné progressivement ses fonctions. Et quand on sait qu'on a une fiscalité très lourde en France par rapport à relativement d'autres pays, on se demande à quoi sert cette fiscalité pour finir, ou à quelle fin. Donc, peut-être faut-il que l'État redéfinisse ses objectifs, redéfinisse ses fins, s'il veut exister. Moi, j'ai tendance à penser que avec l'hyperréactivité technologique, on parlait des GAFA et autres, qui induit une hyperréactivité économique, alors qu'on a un temps politique extrêmement long, je pense que de fait, les États vont finir par être déclassés. Alors, si en plus ils s'éloignent de leur fonction première, bon, aujourd'hui, je pense que les États, enfin, l'homme politique n'est plus un homme politique, mais c'est un communicant. Et en même temps, quand on regarde la technologie, l'homme politique n'a pas forcément la compétence technologique. Si tu laisses la main aux politiques, comme le dirait Laurent Alexandre, ils ne comprennent rien à la techno, donc du coup, on est assez mal embarqué pour… Et de l'autre côté, si tu laisses le pouvoir à des scientifiques, voilà, on peut avoir peut-être ce qu'on a pu observer ces temps derniers où finalement la médecine s'est beaucoup imposée sur le choix politique et où on a fait de la médecine la politique plutôt que de faire une politique qui intègre la médecine. Et en fait, je trouve que dans notre respiration démocratique, il n'y a pas assez de débat entre ces deux mondes avec une vraie logique de contre-pouvoir. Je ne sais pas comment ça pourrait s'inventer, mais je trouve que le monde évolue de plus en plus vers des solutions technologiques et il faut absolument du débat, de l'échange, du contre-pouvoir, voire même un système démocratique à réinventer qui intègre à la fois la technologie et le politique.